Martinez Zogo n'aura donc pas servi de leçon au Cameroun pour la protection des journalistes. Martinez Zogo n'aurait donc pas attiré l'attention de l'État du Cameroun sur la situation dangereuse des journalistes. Martinez Zogo n'aurait donc pas permis à l'État du Cameroun une introspection. Non. Dans le pays de la barbarie, on tue. Le journaliste est un ennemi public qu'il faut abattre parce qu'il lorgne quelque part et parce que il empêche aux gens de voler, de frauder. Et lorsqu'il est tué, lorsqu'il est assassiné de façon horrible, on cherche à nous servir une histoire cousue de fil blanc que malheureusement certains médias, sans même chercher à faire une véritable enquête, nous font avaler toute chose. Depuis un certain temps, depuis quelque temps, le Cameroun vit une autre situation d'horreur. Même dans des films de Dracula, dans des films de Ishtar, on a vu encore divisé de cette façon. Enlevé le 6 avril 2024, la journaliste Louisette Goyebel a été retrouvée décapitée, coupée en trois, jetée dans un quartier loin de là-bas, là où elle n'habitait même pas, à côté d'un ruisseau, comme des morceaux de viande. La découverte du corps a été faite le 7 avril. Mais c'est seulement le 9 avril que le réseau des communicateurs auquel elle appartenait, le réseau des communicateurs sur le plan environnemental de l'Afrique centrale, a dénoncé une barbarie inouïe, un assassinat, des traitements inhumains comme on n'en a jamais vu. Le corps de Martinez Zogo était nu, mais il est entier. Mais le corps de Louisette Goyebel était divisé, scié. Alors que l'horreur, la stupeur se répandait dans toute la ville, dans tout le pays, et même à travers le monde, au regard des images de cette femme qui a été transportée dans 2 valises, eh bien,
immédiatement, on est venu nous donner une version que beaucoup ont rapidement avalée. D'autant plus que ce sont les forces de sécurité qui ont fait véhiculer cela. Je vais reprendre juste le message qui a circulé pour que nous puissions découvrir et l'analyser. BRQ spécial. BRQ, dans le jargon militaire, c'est bulletin de renseignement quotidien. GGT, Yaoundé, du 09 04 2024. Objet. Activité, criminalité. HVRC, suite, enquête, vous savez, c'est un langage trop... Enquête ouverte. A, bar S, assassinat, Dame Ngoyebel, épouse Funga. Recherche ont permis. Interpellation, assassin, qui n'est autre que son fils, nommé Batek Yebel Landry. Secrétaire d'administration, récemment sorti ENAM. De ses déclarations sommaires, tout est parti dispute entre lui et sa mère dans son domicile 6 à Damas, non loin de l'EM Bar CIE, Yaoundé. 1. Qu'après avoir étouffé sa mère, il a sectionné à l'aide scie à métaux, dans douche, dite maison. Il a rangé les parties de sa mère dans 2 valises et a ensuite sollicité appui de son ami Lonti Junior, en fuite, pour transport, dite valise pour les 3 métiers. Il les a jetés dans un cours d'eau, non loin de la résidence familiale. L'assassin est en outre passé aux aveux de l'assassinat de sa grand-mère il y a de cela 3 mois. Perquisition et constatation par TIC SCRJ plutôt, en cours au domicile assassin. Le véhicule de la victime a été abandonné à Soie, non loin de la brigade de gendarmerie de Séan. 2 téléphones de la victime retrouvés dans la broussaille. Aux environs, enquête en cours, EMCE Yaoundé 1. Et fin. Mesdames et messieurs, selon ce récit, voilà une jeune femme qui a été assassinée par le fruit de ses entrailles. Bien évidemment, ça arrive. Bien évidemment, il arrive que les parents tuent leurs enfants. Bien évidemment, il arrive que les enfants tuent leurs parents.
Mais il y a souvent ce qu'on appelle, toujours dans le crime, le mobile. J'ai cherché de comprendre quels sont les mobiles de ce crime. Comment Landry Batekiebel a-t-il eu ce courage, ce cœur d'assassiner sa mère de cette façon, Louise Koyebel? On m'a donc dit, selon ce qui est écrit, qu'il était sous l'emprise des stupéfiants, soit. Et qu'il a tué sa grand-mère. La question qu'il faut d'abord se poser, cette femme disparaît le 6. Elle est enlevée. Elle est mariée. Où se trouve son mari? Personne ne vous parle de son mari. Comme s'il était mort. Comme s'il ne vivait pas dans la même maison. Et connaissant justement ce qui s'est passé pour Martinez Zogo, comment les forces de sécurité n'ont pas lancé l'alerte depuis le 6. Et le comble, c'est que c'est le 7 qu'on découvre le corps. Donc le lendemain, immédiatement, personne n'annonce. La CRTV qui venait de nous montrer comment un monsieur aurait eu à se donner la mort après avoir tué sa femme. La CRTV n'a pas été appelée pour le reportage d'un corps qui a été divisé par 3. Le 8, les services de sécurité du Cameroun ne communiquent pas. Le 9, ni la gendarmerie, ni la police, ni rien, ni personne ne communique. C'est plutôt un communiqué qui nous vient du Congo. C'est le Congo qui fait un communiqué pour un assassinat qui s'est passé à Yaoundé, sur le territoire camerounais. C'est le Congo qui donne l'alerte. C'est le réseau des communicateurs qui donne l'alerte. S'il n'y aurait pas eu cette alerte, vous et moi ne serions jamais informés. Ils allaient effacer ça. Ni vu, ni connu. Mais l'histoire qu'il vous raconte ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que voilà une dame dont on dit qu'elle avait des problèmes avec son fils. J'ai des problèmes avec mon fils. Curieusement, je sais qu'elle a déjà assassiné la grand-mère parce qu'on dit d'ailleurs qu'elle avait couvert. On ne sait pas comment est-ce qu'elle avait couvert. Mais si les gens de la famille disent aujourd'hui qu'elle a couvert ce crime, cela veut dire que les gens de la famille eux-mêmes aussi avaient couvert ce crime-là. Comment les gens de la famille n'étaient pas au courant également, ni son mari, que cette femme est portée disparue, qu'elle est journaliste, et qu'on ne la voit pas depuis le 6. Qu'elle a été enlevée. Puisque quand vous êtes enlevé, cela veut dire qu'il n'y a plus de téléphone, vous n'êtes pas joignable. Comment il n'a pas alerté les collègues? Comment il n'a pas alerté la presse? Et puis, le lieu du crime. Pour tuer quelqu'un de cette façon,
Même Martinez Zogo, on est parti avec lui en bourse. Où l'a-t-on tué? On vous raconte que c'est dans les toilettes. Il n'y avait qu'une seule maison dans ce quartier-là. Jusqu'à ce que vous découpiez une femme avec une scie à métaux. Bon. Ce n'est pas un boucher. Regardez le corps, comment il est sectionné. C'est un spécialiste. Et au-delà de ça, le corps est profané. Il faut donc avoir une haine terrible envers quelqu'un pour le faire. Ah! On nous dit que cette femme a protégé son fils. Son fils a tué la grand-mère. Donc, en réalité, sa mère et lui s'entendaient. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un. Et on vous dit que cette personne ne s'entendait pas avec vous. Mais c'est quoi ça? Elle n'a pas fait du mal à son fils, puisqu'elle n'a jamais dénoncé son fils. Elle a plutôt protégé son fils. Et toutes les enquêtes que nous avons faites, jamais il n'avait insulté sa mère. Jamais il ne se plaignait de sa mère, dans son entourage ou dans la famille. Comment se peut-il que, parce qu'il a pris des stupéfiants, personne n'a fait? On ne vous a pas présenté les relevés de son sang pour dire les stupéfiants. Combien de gens prennent des stupéfiants? Tous ces jeunes, la quasi-totalité, ils prennent des stupéfiants, ils dorment là, et puis et tout. Stupéfiants, il n'a pas appris à prendre ça là. Quelqu'un qui est sous l'emprise des stupéfiants ne va pas seulement tuer sa maman, cela veut dire qu'il avait déjà une violence, il avait déjà tué d'autres personnes, pas seulement dans sa famille. Des stupéfiants. Et vous savez que quand votre fils est donc sous l'emprise des stupéfiants, il est dangereux. Comment vous pouvez vous retrouver dans la maison avec lui, chez lui? Bon. Passons. On vous cache beaucoup de choses. On vous cache beaucoup de choses. L'histoire de cette dame est juste un crime d'un réseau de trafiquants de bois au Cameroun. Et d'ailleurs, prenez juste une seule chose. Elle travaillait où? Au Comifac. Commission des forêts d'Afrique centrale. Au Comifac. Et cette structure, en tant que journaliste, parce qu'avant d'y être, elle a été à Isakam, dans les ressources humaines. C'était une dame d'une intégrité, d'une moralité complètement incorruptible. Et d'ailleurs, l'actuel directeur d'Isakam était son collègue. Lorsqu'elle était là-bas, parce qu'elle dénonçait déjà tous leurs détournements, tous leurs petits plans, elle n'entrait pas dans le faux. L'actuel directeur d'Isakam, qui est capable de ramasser la poubelle là, avait tout fait pour se débarrasser d'elle. C'est comme ça qu'elle a quitté de là-bas. Qu'elle est quittée de là-bas. Mais, non seulement journaliste, mais aussi, elle avait des spécialités de management. Au regard de sa probité morale, que ce soit les Américains, ou encore les Européens, les ONG lui faisaient confiance
pour lutter contre le trafic du bois au Cameroun. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le Cameroun bénéficie des financements de 40 milliards de l'Union européenne pour éviter la coupe sauvage des bois. Et dans cette coupe sauvage des bois, on a mis à peu près ce qu'on appelle les ONG qui peuvent surveiller ça. Parce qu'on a acculé l'État du Cameroun de respecter la réglementation. Paul Biya, depuis 2011, fait semblant, depuis 2007 plutôt, il fait semblant de vouloir réglementer le secteur du bois au Cameroun, mais n'y parvient pas ou refuse de le faire, puisque même les projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale, depuis 2007, puis 2011, c'est parti à la présidence, c'est revenu, c'est reparti, et c'est revenu encore en 2018. Paul Biya n'a jamais signé. Pourquoi? Parce que Franck Biya est dans le trafic du bois. Parce que Mvonda Sam est dans le trafic du bois. Et ils obtiennent ce qu'on appelle donc des permis de coupe. Ces permis de coupe, ils font la sous-traitance avec des firmes étrangères. Et ces firmes étrangères, donc des ONG américaines, ont eu à les dénoncer parce que le trafic de bois est plus dangereux actuellement au monde que le trafic de la drogue. Et ça rapporte beaucoup, énormément. Et surtout qu'en Afrique de l'Ouest, on les a bloqués là-bas. Et aujourd'hui, le plus grand trafic du bois au monde se passe en Afrique centrale et plus particulièrement au bassin du Congo. Et tout ceci sous la supervision de l'État du Cameroun. Ngoyebel, Luizet, était donc celle-là qui, dans des rapports, était consultée. C'était celle-là qui pilotait et qui mettait les noms de ceux qui étaient impliqués. Parce que l'État du Cameroun avait fait semblant que pour soi-disant éviter le trafic du bois, non seulement on va cacheter, mais en plus de ça, on va créer des brigades mixtes. Donc, par exemple, jusqu'au port de Douala ou le port de Kribi, eh bien, il y a 8 contrôles. Mais sur ces 8 contrôles, les bois, les essences rares, même les bois qu'on ne doit pas couper, eh bien, et il y a les généraux dedans, et il y a les commissaires dedans, et il y a la famille présidentielle dedans. L'État du Cameroun accorde donc ce qu'on appelle des permis de 3 ans. Mais ce permis, c'est sur 2500 hectares. Mais qu'est-ce qui se passe? Derrière ça, ce sont les Vietnamiens et les Chinois. Donc on fait semblant d'accorder des permis à des Camerounais. Mais derrière ça, il y a des Vietnamiens et il y a des Chinois. 70% du bois du Cameroun, frauduleusement coupé, va en Chine. Et puis, l'autre partie, c'est au Vietnam. Pour construire des temples. C'est-à-dire qu'à peu près vers les 20%. 10%, ce n'est que 10% qui vont en Europe. Et là-bas donc, dans ces contrôles, on a ces gens qui arrivent, qui font le contrôle du contrôle. Et cette femme, dans le premier rapport, pendant que les autres lui proposaient de l'argent, de ne pas s'attaquer à tel ou tel domaine, à tel ou tel baron, eh bien, elle disait, dans les rapports, ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, ce qu'elle vivait, et tout, elle était donc l'ennemi à abattre. Ngoyebel
nuisettes étaient dans leur, comme Martinez Zorro. C'était leur Martinez Zorro. Ah là, non loin de sa maison, se trouve un colonel, son ennemi intime, qui fait dans le bois, qui avait déjà dit que tu verras. L'assassinat de cette femme est un crime organisé. Parce qu'on tue maintenant dans le trafic de bois, plus que dans le trafic de drogue. Et le Cameroun est devenu le centre du monde de ce trafic. Posez-vous des questions. Quelqu'un sort de l'ENAM. Il va faire quoi avec la scie à métaux? Il fait quoi avec la scie? La scie qui coupe le bois. On a segmenté cette femme avec les instruments qu'elle dénonce. Les scies. On l'a scié. C'est un symbole. Comme exactement les hommes-là voulaient prouver aux journalistes que vous qui parlez de moi, vous serez abattus nus comme ça. C'est un message qu'on passait. C'est un message pour tous ceux-là qui veulent mettre ce réseau en mal. Parce que ce réseau, c'est uniquement au ministère des Forêts, qu'on dit déjà le ministère le plus dangereux du Cameroun. Et au-delà de ça, les hauts cadres de l'armée, 80% sont dans le bois. 70% de commissaires au Cameroun sont dans le bois. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ONG américaine, Environmental ou bien Agency. Ce sont leurs statistiques. Elle, dans sa bonne foi, parce que se disait que le Cameroun y perd des centaines et des milliers de milliards et aussi de la notoriété. Elle devait donc être protégée par l'État. Or, elle était devenue ennemie d'État. On l'a segmentée, découpée avec la scie du bois. Et on dit rapidement, c'est son fils. J'admets tout. Mesdames et messieurs, vous avez vu son fils? Vous avez vu le PV? À quel moment est-il passé aux aveux? A-t-il été assisté par un avocat? Jusqu'à raconter déjà que c'est lui qui a tué sa grand-mère. Hey! J'ai dit, hein? Il était sous l'effet des stupéfiants 3 jours après l'assassinat de sa maman, jusqu'à aller rappeler que c'est lui qui a tué sa grand-mère. Et on nous dit que l'autre a pris fuite. Mais vous avez déjà réussi à tuer votre mère. Soyons sérieux. Vous l'avez placé dans les valises, comme des morceaux de ceci et cela. Vous connaissez conduire. Curieusement, tout le monde sait toujours direction soi. Est-ce qu'il avait besoin d'appeler un témoin qui devrait prendre fuite? Son ami. Il avait besoin. Mais quelqu'un qui est sous l'effet des stupéfiants, tu appelles quelqu'un, oh j'ai tué ma maman, j'ai déjà découpé, lui aussi, il part. C'est-à-dire qu'on vous parle des intellectuels. Hein? Sauf si on me fait comprendre maintenant qu'à l'ENAM, c'est uniquement des abrutis, des fous. Peut-être comme les juniors, eux aussi, ils ont fait l'ENAM. Peut-être on prend déjà seulement, même Brenda a fait l'ENAM. Peut-être on prend déjà à l'ENAM des fous, des psychopathes. Vous croyez en ça? Que monsieur s'est levé, il a fini le fumer, l'otard, que tout le monde fume là. Quelqu'un est sorti de l'ENAM en fumant l'otard. Il
n'oubliait pas ses cours. Subitement-là, sa maman qui vient de le protéger, qui a fait que, comme il a été fait, c'est un enfant hors mariage. Il a tout fait, elle a tout fait à son fils. Jusqu'à faire que son fils entre à l'ENAM. Elle lui a tout donné. Elle a même imposé son fils dans la maison du père, de son mari. J'aurais compris s'il aurait assassiné son beau-père, parce que son beau-père ne voulait pas de lui. Dit-on. Mais non, il a assassiné sa mère, qui l'aimait tant, qui la couvrait tant. Mais nous, mobile, et non, c'est qui est le stupéfiant, effet de stupéfiant. Nous avons la mémoire courte. Et ce gouvernement d'assassins a toujours couvert ces crimes de la même façon. On vous présente, dès que le gouvernement là vous présente déjà quelqu'un de l'entourage que directement là, sachez que c'est bien faux. En 83, Paul Biya venait d'arriver à peine au pouvoir. Mais vous connaissez les crimes qu'il y a eu. Est-ce que vous vous souvenez de l'assassinat des sœurs de Djoum? Marie-Léon. Et l'autre mari, lui. C'était deux sœurs religieuses. Elles ont été assassinées, violées, jetées dans la broussaille. Le lendemain, la police et la gendarmerie camerounaise avaient déjà réussi à trouver le mobile de l'assassinat jusqu'à arrêter. Ils avaient présenté qui au peuple camerounais? Le jardinier. Comment le jardinier a fait pour assassiner deux sœurs religieuses? Violer deux sœurs à la fois? Les porter lui seul? Aller jeter dans les broussailles? Les violer? Profaner les corps? Il n'avait jamais tué. On a commencé à dire que c'était sur les faits des stupéfiants. Après, non, les gens ont dit non, il n'a même jamais pris de stupéfiants, il ne boit pas, il ne fume pas. Après, ils ont changé. Ils ont dit que il semble qu'il ne s'entendait pas trop bien avec les sœurs. Ils ont dit mais non, il s'entendait plutôt trop bien avec les sœurs. On a tourné l'affaire comme ça. Jusqu'à ce que, après avoir présenté le gars partout, les médias on a trouvé le grand boulot. L'affaire s'est tassée. Quand c'est passé, on ne sait pas là où ils ont mis le gars. Ils l'ont libéré. Quand ils sont dans ce pétrin, pour calmer les populations, même ils vous collent l'assassinat, ils collent l'assassinat à quelqu'un qui est proche de la famille. Sauf que celui-là, il ne peut pas parler. Personne ne va l'assister. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent et vous allez seulement digérer. Et ils vont prendre quelques mendiants aussi dans la famille là en disant que toi, voilà et tout et tout et tout. Tu sais, si tu vas ailleurs, on va vous faire et tout. Toi aussi, tu vas seulement raconter la même version. Mais cette version ne tient pas. Je vais vous dire pourquoi encore. Vous avez suivi. Beaucoup étaient encore trop jeunes. Mais je sais qu'il y a des adultes là. En 92, l'assassinat d'un évêque. Ça, j'ai déjà laissé le côté des sœurs religieuses. Où on a fait le bruit et finalement, le gars n'avait jamais assassiné les sœurs religieuses.
Mais on nous avait dit qu'il était passé aux aveux, qu'il avait fait ceci, que c'était faux. En beaucoup. On a découvert le 2 août 1992. Ça, c'est un jour que je ne peux pas oublier. Le corps de tout un évêque. Ce n'est pas Monseigneur Bala que vous venez de voir là. Tout un évêque. On l'appelait Jean Kounou. Assassiné avec un autre prêtre. Ce prêtre-là, on l'appelait Jean Materne Bikoua. L'assassinat est odieux. En plein dans le sang, odieux, c'est terrible. Pourquoi? Parce que non seulement ils vont subir les mêmes sévices, mais on va percer leurs yeux avec le tournevis. Une affaire n'a jamais créé autant de scandale au Cameroun avant l'affaire Martinez Zogo. Le même jour, la CRTV nous annonce qu'on a déjà arrêté l'assassin qui est passé aux aveux. Son nom? Emaran Ebanda. Profession? Cuisinier de Monseigneur. Vous voyez les sœurs là-bas, c'était qui? C'était le jardinier. Là, c'est le cuisinier. Je reste, je m'interroge. Toute la presse prend ça. À cette époque, je commençais déjà à faire des papiers avec International News Biebdo de Ayaka. Je ne peux pas aller en Balmayo parce qu'immédiatement, on va annoncer que on a déjà démantelé tout le réseau. Un a été pris en Kondongo. Monté photo jeunesse. Et après, on cite le nom. On dit il s'appelle Mokongo. Je dis, mais Mokongo. Attends. Photo jeunesse? Mais je connais Mokongo à photo jeunesse. Puisque j'étais en même temps directeur artistique des éditions, ça bref. Et Mokongo est de mon village. Je sais que c'est un voleur à la tire. Mais subitement, on annonce qu'on l'a arrêté, que c'est le chef de gang et tout et tout. J'arrive en Kondongo. Et on me dit qu'on l'a trouvé en train de dormir chez lui. Que c'est là où on l'a arrêté. Ça passe. Mais sauf que les versions qu'on va nous donner, et que la presse a fait gommer à tout le peuple camerounais. Parce que c'est la police et la gendarmerie qui montent cette histoire. Pour dire que, bon, le mobile du crime, c'est que pour Emeran Ebanda, après avoir assassiné tout un évêque avec le prêtre, c'était pour aller voler 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA qui étaient posés sur sa table. Alors qu'il est cuisinier dans cette maison-là. Après, on dit que pour savoir que c'est lui, c'est que juste à côté des cadavres là, au niveau de la porte, de l'entrée de la porte, il a oublié sa carte d'identité. Nous, Camerounais,
Nous avons cru en ça. Donc quelqu'un va tuer quelqu'un. Il part d'abord avec ses pièces d'identité. Et sa pièce d'identité, il dépose là, comme voici ici. Par la suite, ils nous disent qu'il est passé aux aveux, qu'ils sont tous passés aux aveux. Et que la preuve la plus tangible, c'est que on avait de Mbokoulou, là où l'assassinat s'est passé, à la résidence, là où souvent, parfois, il partait dormir, on a fait une perquisition. Comme on vous a annoncé, perquisition là. Et là-bas, ils ont trouvé le pantalon avec beaucoup de sang. C'est la preuve. J'ai encore rigolé. J'ai dit Ayata, chef, cette histoire me semble trop grossière. Mais quelqu'un, vous avez un pantalon avec du sang, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le porter. Mais vous le jetez dans le WC. Qu'est-ce que vous avez à venir garder ça chez vous? Vous avez rien laissé votre pièce d'identité juste à côté du cadavre des gens que vous avez assassinés. Pour 45 000 francs. 45 000 francs CFA. Jusqu'à percer les yeux avec le tournevis. J'ai dit ok. Ça passe comme ça. Et puis j'apprends qu'il y a reconstitution des faits. Que c'est le procureur du tribunal de grande instance de Mbalmayo qui a demandé la reconstitution des faits. Je descends en Mbalmayo. J'arrive, il y avait 10 camions de gendarmerie. 10 camions de gendarmerie. Pour la reconstitution des faits, je vais constater d'abord que aucun d'entre eux ne parvient à marcher. Ils sont encerclés. Mais on vient avec un haut-parleur pour que les gars parlent. Qui récite. C'est là où je vois le gars de Emaran et Banda trembler comme ça en me disant oui, c'est moi. Dans la nuit, le peuple veut déjà les assassiner. Et on fait semblant de les protéger. Oui, j'ai pris le fusil et je lui ai donné 4 coups de crosse sur la tête. D'où sortait le fusil? Il n'a jamais eu de fusil, lui. Il a donné 4 coups de fusil. 4 coups sur la tête. Et puis, le tournevis. C'était une histoire décousue. Il tremblait. J'ai senti que cette histoire... Je vois me Congo, plutôt. Le gars de mon village. Je le vois, il est enchaîné. Il ne parvient même pas à parler. On les met à la prison de Mbalmayo. Et puis, ils sont transférés 6 mois après à la prison centrale de Kondéni. Un an et demi après, on nous annonce que tous sont déjà morts. Et d'ailleurs, même la famille de Monseigneur Kounou, il passe les interviews en disant que oui, on nous a dit que celui qui jouait le guet à peine qui a eu 25 ans là, c'est lui que, voilà, il y a l'église qui a demandé qu'on pardonne et qu'il soit seulement condamné à vie et non condamné à mort. Parce qu'on les a condamnés à mort. Hein. Personne ne parlait. Ils n'avaient pas d'avocat. Rien. Après, ils disent que celui-là, il est mort. Il est devenu fou. Tous, ils mangeaient les peaux, ils mangeaient leurs excréments et tout ça. Tous sont déjà morts. Moi, j'ai dit, l'affaire est bouclée. Bon, voilà, c'est un mystère, c'est Dieu qui a voulu montrer. Me voici qui suis arrêté. Pour Kondéni. J'arrive donc à la prison. On m'envoie au Kosovo. Le lendemain que je vois, me Banga, me Congo plutôt. Mon Congo, comme disait chef de gang, qui est devenu fou, qui est mort. C'est lui, par
il a entendu que son petit cousin est là. Il vient. Je le vois avec la barbe là. Je dis, mais, grand, c'est comment? Mais je dis, mais j'ai appris que tu es mort. Il dit, quel mort? Je ne suis jamais mort. Je dis, mais l'histoire que nous on a écrite là. Il dit non. Il dit non. Mon Congo avait sa Bible en main. Il dit, grand, mon petit frère, je ne peux pas te mentir. Il faut que tu écrives sur cette histoire quand tu vas partir. Il dit, je ne connais ni les prêtres, ni ces gens. On est venu m'arrêter chez moi, en Kondongo. Moi, le seul endroit où j'avais braqué, c'était à Photo Jeunesse. Moi, je volais dans les trous de Kondongo. Tout le monde me connaît là-bas. Et d'ailleurs, quand ils viennent me trouver, je suis avec une fille de Tambafia. Ils me prennent. Je ne comprends rien. Quand on arrive là-bas, on me dit que nous, ça chauffe, il faut qu'on joue le jeu. On doit accepter que c'est nous qui avons tué. Je dis, quoi? Qu'on a tué les prêtres? Quel prêtre? On me montre les marrants. Il dit, je ne les ai jamais vus, mon petit frère. Je ne les ai jamais vus. On nous dit, si vous ne le faites pas, on vous abat. Il dit, voilà. Que la torture qu'on a connue, c'était incroyable. Et ils nous mettent dans des camions. Ils nous amènent en Balmayo. Je n'avais pas été à Balmayo depuis au moins 7 ans. Je me retrouve en train de tourner des films. En quel film je devais tourner dans une histoire que je ne connais pas? Je dis, mais les autres qu'on disait qu'ils mangeaient les caca. Il dit non. On a pris 2 ici. On est parti avec eux pour un transfert à Yoko, dans la prison de Yoko. Là, on les maltraite là-bas. Ils ne peuvent pas sortir. Que parce que nous sommes ici. Comme ça, on nous a dit que ils sont partis, le petit qu'on a dit là, d'aller dire que le cuisinier, il ne savait du tout rien, il passait le temps à pleurer ici, c'est pour ça qu'on l'a enlevé, pour l'envoyer à Yoko, dans la prison de Yoko. Je suis sorti de prison, j'ai laissé mon Congo vivant. Pourtant, le gouvernement camerounais, la presse a fait croire à l'opinion nationale que ces gens-là sont devenus fous. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Que les gens qui ont tué les prêtres en Balmayo étaient fous. Or, c'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Comme là, c'est un crime d'État. Comme ils ont voulu faire avec Martinez Zogo. La famille présidentielle est impliquée dans le trafic du bois. Et elle avait déjà tellement réuni des trucs parce qu'ils s'étaient retirés. Certains, comme je vous ai dit, faisaient déjà la sous-traitance. Mais les ONG ont tellement eu confiance en cette fille parce qu'elle était crédible. Parce qu'elle pouvait relater les faits sur le bois. Parce que tu vois, vous voyez, excusez-moi, vous voyez le trafic de bois au Cameroun se fait à dessein dans la nuit, entre 22h et 4h du matin. C'est là où le gouvernement des bandits là, a autorisé aux groumiers de rouler. Les gens ils se disent que non, c'est pour faire ceci par rapport à la circulation, mais en réalité, c'est parce que pendant la nuit là, certains prennent les petites pistes et puis, dans la nuit, allez, ils envoient ce qu'on appelle les plaques par WhatsApp à tous les contrôles. Dès que quelqu'un voit comme ça, allez, tu lui donnes, c'est 500 000, c'est 100 000, c'est ceci et cela, et même machin, tout ça, sauf si on te prend, c'est là où tu donnes 500 000 ou 1 million. Et là, ce sont les gens du régime, dont d'abord
la famille présidentielle. Et on attendait un nouveau rapport qui devait sortir en novembre. Le rapport était déjà trop près, avec des essences. La coupe où on vous dit qu'au Cameroun, au lieu de couper sur telle superficie, vous devez tout simplement avoir tel nombre de mètres cubes. Vous devez respecter le diamètre du bois qui est de 40. Vous devez respecter ceci. Au Cameroun, ce n'est pas respecté. Et cette fille était devenue leur épine à leurs pieds. Ça veut donc que toutes les ONG et tous ceux-là qui sont en train de vouloir les empêcher de continuer le trafic du bois, eh bien, ils ne pourront plus. Parce qu'ils ont voulu. Mais celui-là, quand vous dites, wow, c'est lui, là, mais vous allez le voir quand? Où? On lui dicte ce qu'il doit dire. On va aussi partir prendre quelqu'un là, on va dire que oh, tu étais son ami, machin. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez caché un assassinat odieux. Puis un communiqué vient du Congo. Vous aviez un cadavre qui était là. Vous l'avez caché. Subitement, vous réussissez à retrouver immédiatement comment la femme a été tuée. L'autre avait déjà tué il y a combien de temps? Mais attendez. Les assassins du Cameroun, là, ou même les voleurs, vous-même vous connaissez. On attrape un voleur même à Mokolo, Camerounais là. D'ailleurs, on part avec en exploitation. Où? Au sein, au sous-sol, ou bien à la PJ. La nuit, on te fait le méchoui. Et jusque là, le voleur n'accepte pas. C'est-à-dire que comme un mouton à la braise, on t'attache les bras là, on t'attache les pieds de l'autre côté, tu es nu, on te fouette. Mais jusque là, les bandits n'acceptent pas. Ils passent là-bas des mois avant d'accepter. Mais comment celui-ci, en une seconde, oh yo, j'ai déjà accepté. Qui était là? Quel avocat l'a assisté? Même si on est le pire des assassins, on a le droit d'être assisté par un avocat. C'est cet avocat qui doit nous expliquer devant les médias. Sauf que dans les jours qui viennent, comme je viens de parler là, ils vont nous sortir un avocat qu'ils vont convaincre, ils vont dire que bon, va dire aussi ceci et cela, surtout que le petit, on va lui dire que mais attends, si tu n'avoues pas, on te coupe ça, après on te tue, et puis c'est terminé. Tu crois que quoi? Puisque les Camerounais seront d'ailleurs très contents, puisqu'on leur a vendu une histoire, les Camerounais vont seulement dire que bien fait pour lui. Hey, il a tué sa maman. Et bien fait pour lui. Mais aucune question que pourquoi elle l'a fait. Pourquoi? Et tu prends la peine de scier. Tu es parti acheter une machine pour venir découper ta maman. Hey!